Il est 18h, bienvenue dans le journal de la rédaction. Avez-vous l'habitude d'utiliser les distributeurs de pain ? Ces automates se multiplient, notamment dans les petites villes qui n'ont pas de boulangerie. Mais font-elles forcément le bonheur des exploitants ? Pas si sûr. Notre journaliste s'est rendu à La Roche-sur-Yon et à Ménard-la-Barrotière pour comparer deux cas de figure. Comme chaque matin, plusieurs clients font le choix de l'automate. Cette machine existe depuis l'ouverture de la boulangerie. Le pain est du jour, chaud et pétri par le boulanger. Grâce à cette recette, la machine est autant prise d'assaut que le magasin. Le réel objectif, en fait, c'est de pouvoir satisfaire les clients en l'absence d'ouverture du magasin. On a des bons retours, on a même des clients qui ne viennent pas dans le magasin mais qui vont au distributeur pour cette baguette chaude en fait qu'ils ont directement. Et du coup, oui, c'est un très bon investissement. Face à l'affluence, c'est aussi un moyen de diminuer l'attente. Fort de son succès, au marché du pain pense déjà à son avenir. La boulangerie a pour objectif d'ouvrir d'autres boulangeries dans le même concept, donc automatiquement accompagnées d'une machine à pain à disposition. Ces machines fleurissent aussi dans les campagnes, à Ménard-la-Barrotière. Pas de boulangerie, alors ça rend bien service. Mieux encore, le distributeur ramène quelques clients supplémentaires. Pourtant, le retour sur investissement n'est pas celui escompté. L'investissement est quand même lourd puisqu'on est sur 10 000 € hors taxe. Et donc sur une baguette, il faut savoir que moi, comme je suis revendeur, c'est pas moi qui produis le pain. Automatiquement, j'ai moins de 10 centimes sur une vente de baguette. Donc il faut quand même en vendre une grande quantité pour rentabiliser la machine, quoi. Pour être honnête, je pensais l'amortir sur 3-4 ans, mais on sera plus sur une durée de 6 ans, je pense. Les distributeurs de pain continuent malgré tout de s'implanter sur le département. En 2020, près de 150 machines étaient présentes en Vendée. 5,2%, c'est le taux de chômage à La Roche-sur-Yon. Il est pour vous permettre de comparer de 5,3% en Vendée et de 3,4% aux herbiers. Dans certains corps de métier, c'est donc aux employeurs de séduire pour recruter. Voilà pourquoi les deux agences Pôle emploi de la ville ont organisé un speed dating inversé. Cette fois-ci, c'est aux recruteurs de séduire ses futurs collaborateurs. Une formule qui permet de provoquer des rencontres qui ne se seraient pas produites avec une formule classique. La rencontre, elle se fait sans qu'ils se soient choisis mutuellement, puisqu'en fait, là, les employeurs vont rencontrer sur la journée une centaine de demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément imaginé travailler dans leur entreprise. Alors que si vous faites un job dating classique, le demandeur d'emploi va aller voir telle ou telle entreprise, et pour des postes précis. Alors que là, il n'a pas imaginé forcément travailler dans l'entreprise, et il découvre un métier, il découvre une entreprise, il découvre des conditions de travail, et si ça l'intéresse, il candidate. À noter que le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 20% en l'espace d'une année. Ils sont environ 21 000 en recherche d'activité sur le département. À La Roche-sur-Yon toujours, ce samedi, une centaine de personnes, dont une vingtaine d'hommes, sont venus témoigner de leur soutien aux femmes américaines suite à la révocation du droit à l'avortement, désormais possible aux États-Unis. Un rassemblement pro-IVG qui a symboliquement eu lieu sur la place Simone-Veil, à l'appel du planning familial 85, Nous Toutes 85 et le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Elles s'inquiètent d'une possible remise en question de ce droit en France. Déjà l'application de la loi, 14 semaines, 16 semaines, tout ça c'est pas appliqué à l'heure actuelle. Alors c'est pas que les textes sont pas appliqués, c'est qu'on nous met en avant que le personnel n'est pas formé. Donc la loi elle existe, mais les textes sont pas appliqués. Tant que c'est pas justement dans la Constitution, une loi on peut toujours revenir en arrière. Il suffit d'un changement de gouvernement, comme ça se passe aux États-Unis de toute façon. Il suffit de peu de choses pour qu'un droit qui est normalement acquis ne le soit plus du jour au lendemain. Et on rappelle le numéro vert du planning familial Vendée, le 0800 08 11 11. Il permet à toute personne d'appeler de façon anonyme et gratuite du lundi au samedi. En 2021, il a permis de répondre à 472 appels. Dans le sud Vendée, c'était la dernière séance plénière de l'année scolaire pour le conseil municipal des enfants de Fontenay-le-Comte. En septembre auront lieu de nouvelles élections pour remplacer ceux qui rentrent au collège et arrivent donc au terme de leurs 2 ans de mandat. L'occasion de faire le point sur toutes les actions de l'année, dont ce jeu de mémorie sur la langue des signes. Ensemble, de manière consensuelle, on a décidé des actions à mener. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actions de boulet de graisse avec les enfants de l'IME, l'étude de la pollinisation avec les ruches et comment fonctionne une ruche,
Ensuite, on a fait également une action autour du langage des signes avec la création d'un jeu qui s'appelle Mémo-Signes qui va être distribué la semaine prochaine dans toutes les écoles de Fontenay. On a également parlé, mais ça n'a pas encore pu se mettre en place, ça se fera à la rentrée, d'un CME don en lien avec la collecte de jouets pour les enfants dans le besoin pour l'année prochaine. Et puis notre projet phare du mandat, c'est la réhabilitation du skatepark dédié aux enfants de Fontenay. Du sport à présent avec l'arrivée au Sables d'Olonne de l'Ironman. Arrivée qui a été d'autant plus belle que c'est un licencié des Sables qui l'a franchi en premier. Pierre Lecor a bouclé la course en 3h41 minutes et 5 secondes. Le triathlète s'impose devant un autre Sablais, Yvan Larige, et un Belge, Sybren Baeld. C'était la deuxième fois que le membre de l'équipe de France participait à ce genre de compétition. Je me suis senti plutôt bien. Après, on est parti à 2, donc c'était plutôt sympa. Avec Christophe qui a fait une bonne partie du parcours à vélo. Donc ça m'a pas mal aidé. Et puis c'était un parcours qui me convenait bien. Et donc voilà. Après de finir sur la prom des Sables, c'était cool. Ça fait vraiment plaisir. À la maison en plus. Je représente le club des Sables et donc du coup gagner à la maison c'est toujours un goût qui est différent que de gagner à l'étranger. Donc voilà, trop content, le parcours il était magnifique et les supporters ils étaient vraiment en feu tout autour du parcours. Et côté féminin, l'italienne Marta Bernardi est arrivée première, Alexia Bailly et Charlène Clavel, elles aussi licenciées au Sable, complètent le podium. De son côté, La Roche-sur-Yon accueillait le championnat de France individuel de twirling. C'est la seconde fois que le club organise l'événement. 400 athlètes étaient présents sous le regard de 1500 spectateurs répartis sur les 3 sites lyonnais. Le twirling, pour mémoire, c'est ce sport qui mêle danse, théâtre, gymnastique et maniement de bâton. Une discipline rigoureuse que l'on note aussi bien sur le fond que la forme. Alors les critères donc au niveau artistique, ça va être tout ce qui est interprétation, déplacement et puis l'effet général en global. Et au niveau de la technique, donc on se base sur une grille de cotation qui va répertorier les lancers, les roulés et après on aura les maniements. Donc les qualités d'un twirler, c'est vraiment tout ce qui va être de s'adapter, pouvoir gérer son stress, le maniement du bâton, faire attention à ce qu'on fait et surtout être impliqué et motivé. Le département a dévoilé sa saison culturelle pour cet été. Une programmation comme toujours éclectique. Parmi les grands événements, musicologie à la Chaboterie du 12 juillet au 12 août, voix et musique au Prieuré du 18 juillet au 15 août ou encore les Nocturnes de Tiffauges du 20 au 27 juillet. Les sites sont tous des sections et ce n'est pas un hasard. Écoutez pourquoi. La saison estivale, elle permet au département de miser sur ces sites départementaux en programmant de la culture, des concerts, du théâtre, des spectacles, pour faire venir des gens qui habituellement n'auraient pas l'idée ou ne vont pas visiter nos sites départementaux. Et donc on les fait venir à la Chaboterie, à Tiffauges, dans les abbayes, pour un spectacle. Et puis on se dit que séduits par le lieu, ils reviendront un autre jour pour visiter en journée le site et visiter la muséographie et la scénographie qui est proposée. La culture, elle est aussi au-dessus de nos têtes. Du 1er au 4 juillet se déroule le festival À tout vent sur la plage de Notre-Dame-de-Mont. Une 19e édition toujours aussi poétique avec 150 cervolistes passionnés. Et pour en profiter, c'est très simple. Il vous suffit de lever les yeux. Ici, rien d'inhabituel si tout le monde a le nez levé en l'air. Pendant 4 jours, Notre-Dame-de-Mont expose pas moins de 500 cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Un spectacle aérien qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a l'impression de voir un aquarium, on a l'impression de voir plein de formes, on interprète comme on veut, c'est chouette. C'est super reposant, on a envie de s'asseoir et puis de regarder des heures en fait. Ça invite au voyage, on lève un peu la tête vers le ciel et puis on admire les choses différemment. Laisser place à l'imagination et à la poésie, voilà aussi l'objectif de ces 150 cervolistes venus de 6 pays différents. George Peters, lui, a fait le trajet depuis le Colorado aux États-Unis. À plus de 70 ans, il est l'un des pionniers du cerf-volant dans le monde. Aujourd'hui, son principal plaisir, faire rêver le public autour de lui. L'important, c'est que les gens puissent apprécier les cerfs-volants de manière insouciante. Ils n'essaient pas de leur donner du sens, c'est comme pour une peinture abstraite.
C'est indéfinissable. Ça attrape les gens de la manière la plus intime qui soit. Le plus important quand on fait du cerf-volant, c'est d'avoir du public. C'est pour les gens qu'on le fait. Des fois, c'est pour nous-mêmes, mais la plupart du temps, c'est pour mettre des sourires sur les visages des enfants et des adultes. Pour cela, on retrouve des hommes et des poissons volants, des formes abstraites et même des tableaux accrochés dans le ciel. Beaucoup de cerfs-volants, en fait, et quand on y réfléchit bien, il y a énormément de visiteurs ou de public qui le regardent. Et c'est pas forcément dans un musée. Il y a peut-être 10 000 personnes là. On peut pas, vous voyez, ça fait un grand musée quand même. Un musée à ciel ouvert qui se réinvente cette année. On est passé à un festival qui est à la fois de jour et de nuit, avec des spectacles en fait, plusieurs rendez-vous spectacles, avec un spectacle de cirque, un spectacle de musique classique avec un chant de coquelicot qui s'illumine, des lectures autour du vent. Le maître mot qui rallie tout ça, c'est le vent et la poésie en fait. Chaque année, le festival attire près de 60 000 visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau voyage, la tête dans les nuages. Voilà, et du ciel bleu et du soleil, c'est justement la météo qui nous attend ce mardi. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver ici même demain à 12h30 pour un tout nouveau journal. À très bientôt sur TV Vendée.